Salut à tous, je vous avais annoncé une partie avec Astana. Eh bien, c'est parti. On va démarrer en essayant de faire les choses. Je vais essayer d'expliquer les choses au maximum. Déjà, quand on crée une partie, qu'est-ce qu'on choisit comme database? Alors, j'ai un petit peu regardé les différences entre la database par défaut du jeu ainsi que la WorldDB, qui est un peu une référence, hein. Il en existe d'autres. Mais les différences, vous les avez sous les yeux là au niveau des notes, me sont apparues comme un peu trop importantes. Il y a des choses en fait que je pourrais reprocher à l'une et à l'autre. Et du coup, bah, il faut faire un choix quand même, hein, parce qu'on va quand même bien démarrer un jour. Euh, il y a aussi des coureurs sur lesquels il n'y a pas une énorme différence. Carapace, par exemple. On avait vu Asgren pour lequel c'était le jour et la nuit. Un Sosa aussi est assez différent de l'une à l'autre des databases. Bref, il y a des choses comme ça. Ils n'ont pas raté Benoît non plus. La date, la WorldDB, ils l'ont saccagé. Même si c'est remonté un petit peu depuis son Tour de Suisse, mais il s'est fait saccager Benoît. Voilà, et Gianni Moscon aussi s'est fait saccager sur la DB par défaut. Après, je peux vous donner un truc, c'est qu'il monte très très rapidement. Au bout d'une année, il était à 75 en montagne, il est passé de 69 à 75, donc il a gardé du potentiel. En tout cas, O'Connor, il est saccagé aussi sur l'une des deux. Pogacar est un petit peu mieux évalué aussi dans un cas que dans l'autre. C'est vrai qu'on on a toujours du mal à donner des vraies estimations pour certains coureurs parce que il y a la valeur plancher du coureur et puis il y a sa valeur plafond. Et puis on a parfois du mal à imaginer quelle peut être sa valeur plafond. On a aussi du mal parfois à décontextualiser une performance. On s'enflamme un peu en se disant bah, oh, en fait ce type est un très bon grimpeur, mais en fait il faut peut-être relativiser pour un tel ou un autre. C'est pas évident. Honnêtement, c'est une question délicate. On a déjà de la chance que certaines personnes le fassent, puisque nous comme ça on n'a plus qu'à jouer et à faire un choix. Je vais prendre donc mieux que la DB par défaut. Je vais prendre la database de PCM France. PCM France, parce que je crée comme ça début juillet une partie. Il est évident que si c'était dans 2 mois, 3 mois, en fait, ça se trouve, je prendrais une autre DB, c'est clair. Mais bon, voilà. Donc, elle a comme avantage principal la base de PCM France que elle n'a pas touché à la DB par défaut, mais il y a les vrais noms, les vrais maillots, les vraies courses, etc. Donc, c'est quand même tout bénef. Allez, je pense que j'ai aucun regret, j'ai réfléchi pendant un certain temps. Alors c'est parti, maintenant on va regarder les objectifs du sponsor et on va essayer de compartimenter ça en 3 groupes de coureurs, Flandrien et Sprinter d'un côté. On sait que l'équipe, ça n'est pas son fort, Astana, hein. C'est aussi pour ça que je fais cette partie. C'est parce que j'ai déjà beaucoup joué avec des équipes qui sont fortes sur classique. Bah là, pour le coup, le domaine de prédilection d'une équipe comme Astana, c'est plus les épreuves par étapes. Donc, c'est aussi pour vous proposer autre chose. Alors, vous voyez que je fais un groupe classique flandrienne et aussi sprinter entre guillemets. 7 titulaires, si j'ose dire, plus 3 remplaçants, parce qu'on sait qu'on a souvent des blessures. Il faut toujours prévoir des remplaçants. On a des Kazakhs comme remplaçants, bien souvent, vous verrez. Ensuite, les deux groupes. Le premier groupe, bah, c'est le groupe qui va attaquer le Tour de France. Voilà. Sachant que pour ce qui est Paris-Nice-Tirreno, on peut prendre sur des Flandriens. Donc, on arrivera sans problème à trouver 14 coureurs. J'ai aussi défini des remplaçants pour chacune des deux catégories, ce qui permet quoi? Ce qui permet d'aller directement, on est au 1er janvier, ajuster les objectifs de combien de coureurs? De 5 coureurs. Il y a Jakob Fulsang qui est probablement une des raisons principales pour lesquelles je fais cette partie. Ok, on, je vous expliquerai après ce que j'espère pour Fulsang. On a évidemment Lutsenko, on a Luis Leon Sanchez qui apparaît comme l'un des leaders. Il y aura évidemment aussi deux hommes qui se verront souvent associés en course. C'est Yon Izagirre ainsi que Miguel Angel Lopez. Voilà, donc les 5 à qui on doit fabriquer une liste d'objectifs un tant soit peu cohérente, c'est-à-dire pour ne pas
donner les mêmes statuts sur les mêmes courses, ne pas mécontenter les mecs. Voilà, et faire gaffe, quoi, faire gaffe. Vous avez à chaque fois le pourcentage de satisfaction, ça aide beaucoup. Puis après, je répartis exactement sur le principe de ce que je vous ai dit tout à l'heure, avec mes petites flèches là, où j'ai désigné les 3 groupes de coureurs. Alors évidemment, dans le cas de Luis Leon Sanchez et Fuglsang, qui vont se retrouver très souvent sur les mêmes épreuves, j'ai décalé un peu le pic de Luis Leon Sanchez, mais j'ai mis l'essentiel des soutiens sur Fuglsang. Et par contre, pour ce qui est de Lutsenko, il est un petit peu entre guillemets tout seul leader à pouvoir avoir un programme un petit peu différent en fait, même s'il ira sur le tour. Euh, Lutsenko, il a dans son groupe quelqu'un de très fort, c'est Magnus Cort Nielsen. Cort Nielsen, ça arrive comme la tien, sous vos yeux, que je lui donne un objectif bien à lui. Voilà, parce que Cort Nielsen, il pourrait être leader en fait. En tout cas, j'ai de l'estime et je sais que le coureur est très fort. Euh, pour ce qui est du partage des équipiers entre Isagire Yon et Miguel Angel Lopez, je mets toujours Gorka avec son frère, et puis je mets 4 et 4, parce que de toute façon, ils seront toujours sur les mêmes objectifs, donc pas de problème, très bien. On va ensuite s'occuper de ce qu'ils appellent le niveau de forme pour démarrer l'année. C'est donc dans l'onglet pré-saison, là, préparation, niveau de forme pour aborder la saison. Donc il est évident que ça a des incidences, hein, mais qu'on mette très élevé, élevé, normal ou bas, ça n'est pas du tout la même chose. Mais je vais privilégier par exemple le très élevé pour ceux qui vont aller en Australie. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, ceux qui vont aller en Australie, leur deuxième objectif, ce sera le Giro. Donc c'est ça qui m'arrange. C'est entre guillemets évacuer très rapidement le premier pic, qui n'est pas fondamental pour notre saison, et par contre, essayer d'aller comme ça, se donner les moyens de créer un vrai deuxième pic qui soit valable vraiment pendant le Giro et non pas décalé parce qu'on aurait décalé le premier pic. C'est ça en fait qui rend les choses compliquées parfois. Et je vais vous donner un tout petit exemple juste après, pour ce qui est d'anticiper les pics. Après, vous savez que par cliquer tirer sur la zone de gauche dans l'onglet planification, on peut déplacer les coureurs vers le bas, vers le haut. Moi, c'est ce que je fais. Je déplace tout mon groupe Giro Vuelta avec Miguel Angel Lopez et compagnie, Saguerre. Je les déplace vers tout en bas de ma liste. Comme ça, ils sont isolés. Et, euh, et je m'occupe du planning de Lopez. Et une fois que je me serai occupé du planning de Lopez, évidemment, je m'occuperai du planning des autres. Mais c'est comme ça qu'ensuite on peut manipuler le cliquer-glisser, le cliquer-déposer, cliquer-déposer. Vous allez voir ça dans un instant. On a une courbe de prépa qui est assez satisfaisante puisqu'il termine le Giro en forme optimale et il sera au top sur la Vuelta. C'est ce qui m'intéresse. Vous voyez, j'étends voilà, à tout le groupe, très bien. Parce que ce Giro 2019 qu'ils joueront là, mon équipe avec Lopez, ce Giro 2019, il a 9 premières étapes, même pour être précis 11, sur lesquelles il n'y a pas besoin des talents de grimpeur réellement, il y a juste besoin de pas éclater sur l'étape 9. Et puis après, il suffit d'être sous pic, donc à partir de la 11-12e étape, donc on en reparlera, hein, mais ça pourrait justifier qu'on tolère un pic déplacé en fait. Voilà. Demandez-moi si vous avez des questions, s'il y a des choses qui sont pas claires. Vous me demandez dans les commentaires et j'essaierai moi de reprendre les trucs pour apporter des réponses. Alors, petit exemple d'anticipation, une fois qu'on n'a pas fini du tout la planification, hein, mais qu'on l'a, on va dire, ébauché, je lis sur la courbe de Lopez, je lis à quel endroit il est à 95. 95, c'est un seuil. C'est un seuil pour que les jours d'entraînement soient multipliés au moment du calcul. C'est-à-dire qu'avant 95, ils sont multipliés par 1,2. Là, il y en a deux, le 13 et le 14 janvier. Ensuite, il se trouve qu'il y a une épreuve qui va être courue, donc 6 jours x 3 points, ça fait 18 points. À droite, je mets le total de points obtenus progressivement.
16 jours d'entraînement, mais cette fois-ci ils sont à 1,5 parce que la forme est à plus que 95. Du coup on monte à 44,4. Ensuite il va aller au Tour de Valence, glaner 15 points pour 5 jours de course. On sera à un total de 59,4. Vous voyez que peu à peu on va faire grossir notre barre et ainsi se rapprocher du moment où Miguel Angel Lopez va déclencher le pic de forme. Voilà. Et donc ce qui m'arrange pour lui, c'est qu'il le déclenche le plus tôt possible en incluant quand même Paris-Nice, sur lequel il va être envoyé. Voilà. S'il le déclenche le plus tôt possible, incluant Paris-Nice, ça me va. Après, là, vous voyez que par exemple, sur cette construction-là, il va déclencher le pic, du coup, le surlendemain du tour des Émirats Arabes Unis, ce qui est assez admissible pour préparer le Giro ensuite, on va le voir. Parce que s'il a son pic comme ça, je pense que ça devrait être aux alentours du 3 mars, eh bien, en durant 18 jours ou 24 jours, ça vous amène au maximum au 27 mars, ce qui est pas mal parce que 27 mars, ça va quand même vous laisser environ un mois et demi avant le début du Giro. C'est déjà un moindre mal, un mois et demi, par rapport à un pic qui serait décalé un peu plus loin et qui là, pour le coup, foutrait un petit peu le bordel en fait dans la prépa du Giro. Donc puis l'autre avantage, c'est quand même que du coup, on a un Miguel Angel Lopez avec premier objectif de saison qui est Paris-Nice et qui va être sous pic à Paris-Nice. Ça veut dire que sur ce joli parcours de Paris-Nice 2019 là, on peut avoir une belle course. On peut vraiment avoir quelque chose de sympa avec Lopez sous pic. Donc voilà. Après vous voyez, je complète un petit peu. Hein. Il y a les deux équipes entre guillemets restantes, c'est l'équipe Lutsenko-Kort Nielsen et puis l'équipe Fuglsang. Donc ça fait voilà, toujours pareil, je fais des glissés, des clics et glissés là avec mes programmes et puis après en dernière instance, je vais supprimer évidemment pour pas mal de coureurs les courses considérées quoi, parce que évidemment vous n'avez pas le droit, hormis les 3 grands tours de l'année où on a le droit à 8 coureurs, on n'a pas le droit d'en mettre plus que 7 dans quasiment toutes les autres épreuves. Je dis quasiment parce qu'il y en a quelques-unes sur le calendrier qui ne tolèrent que 6 inscrits. Mais sinon, globalement, c'est 7. Et voilà, donc après, il va falloir faire des choix. Qui dit faire des choix, dit retirer des jours de course à certains. Donc il va falloir un poil le compenser aussi. Je sais pas moi, par exemple, quand je retire un enchaînement là, comme on a pu en voir, un enchaînement Provence, Algarve, si je le retire à, je vais dire au hasard, Luis Leon Sanchez, et que je lui mets à la place le Tour d'Oman, je perds quelques jours de course en fait. Mais c'est pas non plus le drame absolu parce que si du coup ça lui décale un poil son pic, à l'arrivée on peut s'y retrouver parce qu'on a des types qui, en plus lui le pic suivant c'est Dauphiné. Il a un truc un peu spécial Luis Leon Sanchez puisqu'il est dans la team Fuglsang et évidemment que je vais pas mettre le pic de forme de Fuglsang le deuxième, je vais pas le mettre au Dauphiné sachant que le premier est à Liège. Ce serait un petit peu dommage, ce serait un petit peu gâché. Et puis surtout, ce serait un peu faire une croix sur un espoir un peu fou que j'ai en démarrant cette partie. Je vous, je vous l'annonce, tant pis, comme ça, bah, si j'ai l'air d'un con, bah, c'est pas grave. J'aurai l'air d'un con, et peu importe, voilà, je l'assumerai. Mais en fait, je vise un truc fou. Je vise une Eddy Merckx pour Jakob Fuglsang. Je m'explique. Eddy Merckx, c'est le seul à avoir fait quelque chose. C'est un triplé. Attention, hein, que je dise pas de bêtises, c'est ça. Il a fait un triplé Liège, Dauphiné, Tour de France. Voilà. Si j'arrivais à faire ce triplé, ce serait, ce serait gigantesque. Voilà. Et donc c'est un peu pour ça que j'ai pensé les choses. Après, on va être honnête, le sponsor, lui, il veut que une victoire d'étape sur le Tour de France. Donc le Tour de France, on n'y va vraiment pas avec la pression.
Bon, on verra. Et puis, par contre, il y a quand même un opposé total, c'est que sur Giro et Vuelta, il veut la victoire, quoi. Donc, je sais pas quoi vous dire. Est-ce que j'ai vraiment envie de tout gagner comme ça? Certainement pas. Bon, c'est fait prétentieux, mais bon, ceux qui ont vu mes autres parties comprendront que c'est pas une déclaration prétentieuse de ma part. C'est juste que j'ai pas envie de réduire l'intérêt de la partie en fait. Donc, ce serait pas mal qu'on perde un petit peu ou qu'on gagne pas vraiment. Voilà, et qu'on ait un peu du mal et qu'il y ait vraiment quelque chose à apporter. Vous avez vu, j'ai créé une petite équipe de développement là, avec une ultra majorité de Kazakhs. J'ai repéré peut-être un ou deux types qui pourraient être signés en août suivant. Bon, ça casse pas trois pattes à un canard, hein, faut pas se mentir. Mais bon, ok. On est en simu hein, du côté du Tour Down Under. Par contre, suivant l'évolution des classements, en gros, si je vois qu'on est encore dans la course, je serais peut-être tenté de jouer une ou deux étapes qui sont assez rigolotes, quoi. Vous avez vu comme ça domine, notamment par l'intermédiaire de Gaviria. Voilà, celle-là, j'ai envie de la jouer. L'étape 4, parce qu'il y a une jolie difficulté qui précède une descente. Ça, c'est contexte qui me plaise pour terminer une course. Vous me, je n'ai pas aligné, par exemple, Lutsenko, hein, qui a une autre planification de saison. Il est focalisé sur autre chose. Mais par exemple, avec Lutsenko, ça aurait été du pain béni cette étape-là. Ça aurait été l'occasion d'aller taper l'étape. De manière générale, je pense qu'avec Lutsenko, le Tour d'un Under, je pouvais le gagner sans trop forcer. Mais encore une fois, voilà, je vous dis, j'avais des priorités au niveau des jours de course. Down Under, il fait pas partie de nos objectifs. Après, on se prend au jeu quand on voit un joli profil d'étape. Regardez-moi ça. Isagire, qui sont aux affaires. Allez, Lopez est un poil lâché. C'est pas pour lui, hein. C'est pas trop pour lui. Lopez, c'est pas un puncher, hein. Vous regardez son 62 et son 60, je sais plus, 7 ou 9, respectivement en sprint et accélération. Vous regardez aussi sa note de descente. Vous regardez également sa note de vallon. Comprenez que c'est pas exactement des profils pour lui. Par contre, Gorka Isagire, Gorka, c'est facile à reconnaître en fait. Gorka Isagire, c'est celui qui a le maillot de champion d'Espagne. Alors que Yon Isagire, c'est celui qui a juste le maillot Astana. Voilà. Donc, si on veut les différencier là sur les petites séquences que je vous propose, donc voilà, je vous donne le truc. C'est assez identifiable. On va faire deux. On va faire deux. Derrière un Daryl Impey. Bah tiens, moi je trouve ça plutôt sympa d'avoir du Daryl Impey qui vient comme ça prendre le maillot, pour la bonne et simple raison que Daryl Impey il a gagné le Tour d'Un Under en 2019. Donc plutôt cool quoi, plutôt cool. Puis là évidemment vous doutez bien qu'après avoir simulé l'étape 5, on va aller jouer cette étape 6. Je dirais elle est trop rigolote. C'est exactement ce qu'on a envie, c'est que tout se joue sur une étape 6 comme ça, Down Under, du coup voilà, ça mérite d'être joué, toujours un petit peu sans pression, et puis on va bien voir ce qu'on est capable de faire. Alors, je vous avoue que à chaque fois que Miguel Angel Lopez sera aligné sur une course, même quand ses camarades Isagire x2 je sais pas moi, souvent voilà, je vais associer souvent avec Villela, avec Zaitz, vous verrez, ça va être souvent comme ça. Même quand ces gars-là sont là, je joue pour Lopez en fait. Voilà. J'essaie de jouer vraiment le truc pour Lopez. En l'occurrence, bah, c'est pas évident. C'est pas totalement évident parce que Lopez, il a quand même de la vraie difficulté hein, à marquer son territoire. Donc, j'ai pas réussi à emmener Lopez comme je le souhaitais sur une place, on va dire, de choix hein, sur ce Tour Down Under. Il n'était pas vraiment pour lui, encore une fois. C'était juste histoire de se dégourdir les pattes. Voilà, et on va avoir, donc, au classement général, au final, bah, c'est Gorka Isagire qui vient, comme ça, nous ramener une place de prestige.
Deuxième place derrière Daryl Impey. Ok, donc au final, ce qui aura fait la diff, c'est essentiellement l'étape 4, et presque plus que l'étape 6. Donc c'est toujours intéressant. Et puis là, il y a le choix qui se propose, c'est est-ce qu'on prend plutôt le Danemark ou plutôt le Kazakhstan? Pour être très franc, si je veux être dans l'esprit de cette partie-là, et même si j'adorerais prendre le Danemark, il faut que je prenne le Kazakhstan. Je veux dire, on prend l'équipe Astana, il est beau le maillot, hein. On prend l'équipe Astana, c'est pas pour aller avec le Danemark. C'est même si c'est, je vous dis encore une fois, moi j'adore les coureurs danois et tout. Je trouve qu'il y a vraiment de plus en plus de hype autour de certains danois et moi je sais pas, j'adore Kort Nielsen, j'adore Krag Andersen, j'adore, je pourrais en citer comme ça quelques-uns dans le peloton qui sont assez excitants, bah Valgren, hein. Il y a de quoi faire en fait une super équipe pour les championnats du monde. Mais, allez, on va pas s'exciter. On va prendre notre petit Kazakhstan. Bon, du coup, le leader, il sera tout désigné, hein. C'est Lutsenko, hein. Il n'y en aura pas d'autre. C'est pas Grosse Def, quoi. Si vous voyez ce que je veux dire. Et encore, Grosse Def, c'est loin d'être le plus mauvais, hein. Donc, voilà. Alors, on va aborder maintenant, on s'est déplacé jusqu'au tour des Émirats Arabes Unis. Alors, intéressant ce tour. Moi, je l'aime bien. Je trouve que il est sympa. On se souvient d'ailleurs au mois de février avoir eu, fin février là, plutôt du plaisir à voir certains morceaux d'étape. Là, c'était assez cool. Alors évidemment, ce sera moins excitant là dans la version PCM parce que on a, voilà, ça reste un jeu et puis du coup le prestige d'une épreuve à mon avis peut beaucoup jouer sur l'intérêt qu'on peut porter à une course. Mais moi, je me prends au jeu. Et déjà, ça commence par ce CLM par équipe sur lequel j'ai pas envie d'être ridicule. Voilà. Donc je veux figurer. Après, bon, on n'a pas dit qu'on va gagner, mais je veux pas être ridicule sur ce CLM par équipe. Pourtant, on n'a pas une équipe trop orientée rouleur, hein. Mais c'est pas grave. Franchement, on a toujours un truc à faire. Donc on voit déjà, on a une deuxième place à l'intermédiaire, enfin au provisoire, excusez-moi, qui se transforme avec le passage de l'Ineos et de la Sunweb en une quatrième place, ma foi. Ben voilà, c'est bon, j'ai pas honte. J'ai pas honte. Quatrième, ça me va. Ineos en plus, Sunweb, ça va. Je veux dire, c'est pas des équipes à deux boules. Vous avez vu Fuglsang? Il se fait plaisir en Algarve. Il nous gagne des ronds aussi, parce que mine de rien, j'ai recruté un docteur en plus, j'ai recruté un, un entraîneur supplémentaire. Normal, on avait 27 ou 28 coureurs, donc si je veux optimiser, pas plus de 8 par entraîneur. J'ai recruté en fait de ci de là, j'ai créé l'équipe de détection, gna gna. Ben, mine de rien, on perd 60 à 70 000 par mois. Donc il va falloir ramasser 2-3 ronds fatalement. Alors là, je vous ai mis quels pouvaient être les participants. On voit qu'il y a du monde, hein. C'est joli, hein. Il y a du monde indéniablement sur ce tour des Émirats Arabes Unis. Il y a parfois même des types que j'aurais plutôt vus sur l'Omloop et sur Kurn, si vous voyez ce que je veux dire. La petite allusion à ce qu'on a remarqué déjà un petit peu avec la partie avec la Corandon Circus, où pour le reste des Flandriennes ça va, hein, mais où l'Omloop et le Kurn, Bruxelles-Kurn sont très clairement galvaudés par l'IA, là, il y a des petits soucis de programmation. Je me disais que peut-être il y avait moyen de le faire dans la database quand on démarre la partie en fait. Si ma démarche aboutit, je vous dirai exactement comment faire. Mais c'est dans un onglet sur le Fast Editor. Il y a un onglet où vous pouvez, comment dirais-je, définir le type de programme de votre coureur dans les grandes lignes, hein, bien sûr, pas dans le détail. Et d'ailleurs, pas que de votre coureur, de n'importe quel coureur. C'est ainsi que vous pouvez, je ne sais pas moi, inscrire que du moulin, il faut qu'il fasse Giro Tour, par exemple. Donc il y a comme ça des trucs qu'on peut paramétrer. Je tenterai quand même ma chance la prochaine fois pour essayer d'avoir plus de monde sur Homeloop
et un petit peu moins de gens qui n'ont pas grand-chose à espérer sur le tour UAE, voilà, parenthèse refermée. Après, c'est épreuve World Tour classe B contre classe B, hein, donc ça se vaut. Regardez-moi ce numéro de Vincenzo Nibali. Exceptionnel numéro de Nibali dans cette étape 3 du Tour des Émirats Arabes Unis. Heureusement, on a Miguel Angel Lopez qui, sur la toute fin, a réussi à coller un peu à Vincenzo. Et du coup, c'est tendu, hein. C'est tendu parce que Nibali, bon, déjà, on avait démarré avec 28 secondes sur Ineos de retard. Mais Nibali, du coup, il a pris le général. Et Lopez, moi, je dis, il y a toujours quelque chose de tentable. Il y a toujours quelque chose de faisable, surtout quand il y a un petit mur final, là, comme ça, là. Miam, miam. Il faut juste s'emmener convenablement. Se faire emmener, par exemple, par un Isagire Gorka. Mais regardez, ah là là, toujours le petit truc du mur de huile, là, hein, entre guillemets, c'est punaise, si t'as des mecs qui te bloquent, de suite, c'est plus la même histoire. Et bon, après, vous avez vu Lopez, il n'y a plus de barre. Donc, je pense que gagner pour Lopez, c'était pas possible. En revanche, avec un des deux frères Issaguirre, j'aurais pu le faire, hein. Mais je voulais emmener Lopez, en fait, le moins mal possible. Et l'objectif, il est relativement atteint, puisqu'en fait, Lopez ne va pas perdre de temps sur cette étape. Et c'est un peu tout ce que je visais, en fait. C'était de ne pas perdre de temps pour rester comme ça à cette 4e place, on va dire relativement en embuscade. Donc, soir de l'étape 4, 4e place, quarantaine de secondes sur Nibali. Moi, je dis qu'il y a encore un truc à faire. Il y a encore quelque chose à faire à ce stade-là. Bon, simulation de l'étape 5, ça va sans dire. On n'a pas de sprinter, hein, donc c'est pas que je veux pas disputer les sprints, mais là, ce serait totalement ridicule. Euh, on va, euh, on va jouer notre chance à l'étape 6. On va essayer de tenter ce qu'on peut, et puis après on verra bien. Parce qu'il y a toujours moyen d'espérer des choses. Surtout quand il y a... Moi j'aime beaucoup ce type de finale là. C'est sympa cette ascension, hein, on peut le dire, hein, ascension. Près d'une dizaine de kilomètres environ. Dizaine de kilomètres à... ils l'ont pas affiché dans le jeu, mais ouais, c'est 6% à peu près, pas plus, hein. 6-7% de moyenne, hein. Après, il y a des passages à 9-10, mais moi je dirais pas plus de 7% en tout cas sur la moyenne de l'ascension, parce que dans le final, c'est un petit peu réduit le pourcentage. Et puis alors, en apparence, on est loin du compte, hein, mais en fait, regardez bien la cadence de pédalage de Nibali, d'accord? Il est aux fraises. Quand je vois ça, je me sens pousser des ailes. Je vois Nibali aux fraises, je vois Dumoulin juste à côté de lui, qui est un peu en difficulté. Je vois un Kwiatkowski maillot vert. Je vois un Kwiatkowski qui est... il est pas bien non plus, quoi. Il est pas bien. Et du coup, je me dis, allez, il faut que Issaguirre emmène Issaguirre, qui, dans sa roue, emmène Miguel Angel Lopez pour essayer de racler des secondes le plus possible. Vous allez voir, petit débrief après. On va regarder tout ça de près. Vous pourrez se dire, oh punaise, mais pourquoi tu prends la bonif là à Lopez? Il y avait 4 secondes à gratter là. Ben, honnêtement, si vous voulez te poser la question, je vais vous répondre. Et vous allez comprendre qu'en fait, il y a une démarche derrière. En attendant, regardez-moi ça. Suspense total, hein, parce qu'on a repris du temps, hein. On vient mourir à 1 seconde. On vient mourir à 1 seconde de Nibali. Ça, c'est pas joué à grand chose. Alors, ce final, il est super intéressant. Parce qu'en fait, on est parti de bas, et puis après, avec un effort curseur pour emmener le leader, au final, on se retrouve pas mal du tout à la toute fin, parce qu'on a quand même pas mal gardé de barre au moment où les autres s'épuisaient. Bon, ok, premier constat, mais c'est pas ça que je voulais vous dire. C'est petit point technico-tactique, c'est vraiment de l'autodérision, hein. Je fais référence que tout le monde connaît à quelqu'un qui a des dents un peu abîmées, qui était aussi assez, on va dire, singé, moqué par les guignols quand ça existait encore. Voilà, vous avez compris de qui je parle, la dèche.
L'idée, c'est que, regardez, ok, je pourrais éventuellement envisager de lâcher la troisième place avec Issa Guiré pour la laisser à Lopez. Oui, mais à ce moment-là, la ligne, on la franchit plus tard. Et moi, je reste persuadé d'un truc, c'est que la bonif de 4 secondes, elle n'aurait pas compensé le fait qu'on coupe la ligne plus tard, parce qu'en fait, Lopez, il avait plus rien. Et donc, c'est pour ça, et là, vous voyez, c'est pour rigoler hein, que j'ai cliqué sur disputer les sprints intermédiaires ou pas, etc. Parce que on va la jouer chevaleresque. Hein. À partir du moment où on a une seconde dans la musette et que la dernière étape, elle est pour les sprinters, on ne joue pas les bonifs, on simule, on accepte la deuxième place et on dit bravo à Monsieur Nibali. Et regardez, tiens, la petite prévision assez avérée exacte là. C'est bien le 3 mars que le pic de Lopez il se déclenche. Petit point transfert, c'est loin, mais on peut déjà y penser. Regardez ce qui est sous contrat l'année prochaine. C'est pas grand chose, hein. C'est pas grand chose. On a très très peu de coureurs. On a 7 coureurs sous contrat la saison qui suit. Ce qui veut dire qu'il y a énormément d'argent probablement pour recruter. Alors, je vais, je sais pas en fait ce que je vais faire, mais je vous dis juste quand même quel va être mon état d'esprit. On est chez Astana. Il y a une tradition de recrutement italien, espagnol. Beaucoup, hein. Un petit peu danois maintenant, faut quand même l'avouer aussi. Hein. Il y a une tradition aussi de majorité de coureurs kazakhs. C'est quand même la raison première de l'existence même de cette équipe, hein, honnêtement. Hein. C'est pas d'avoir des mercenaires. En tout cas, pas uniquement. C'est pour être compétitif, ils vont chercher des mercenaires, mais c'est quand même surtout l'idée de promouvoir, de donner une exposition, mais aussi l'occasion de progresser au cyclisme kazakh. Bon, ok. Donc, je vais respecter cet esprit-là, très clairement. Je vais pas aller à l'encontre, je vais pas commencer à aller chercher des Français, des Belges, des Hollandais, hein, ce serait un poil bizarre. Les Colombiens, on en a déjà un. Je pense pas que je vais aller en chercher d'autres, surtout que celui-là est quand même particulièrement prometteur. Lopez, bon, à la limite, on peut prendre un ou deux copains, mais il faut pas qu'il soit trop fort. Voilà, donc je vous dis à bientôt. On va continuer à développer cette série dans les temps à venir, bien évidemment. Je vous dis à très bientôt. Bye, bye.